Bien, on va maintenant écouter le docteur Michel Mazot et l'ophtalmologiste Hélène Dallens pour leur intervention donc d'une vingtaine de minutes qu'elles se répartiront comme elles le souhaitent. Voilà, on vous écoute. Eh bien, écoutez, moi je vais commencer par remercier les organisateurs de nous avoir permis de parler de la neurovision. Voilà. La neurovision, elle intervient dans notre vie quotidienne. Elle intervient constamment et elle est présente dans énormément de pathologies neurologiques, pas que dans les apprentissages. Neurovision et apprentissage. Alors, il nous semblait nécessaire de situer le problème. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez quelque chose? Déjà, vous le regardez, donc le regard est extrêmement important. Et puis, l'image qui se fabrique sur votre rétine, qui est conduite par le nerf optique, va arriver au niveau du cortex occipital, où les phénomènes perceptifs vont intervenir, et avec deux voies qu'on va détailler, celle du quoi, celle du où et du comment, et puis nous allons pouvoir agir sur l'environnement par le biais du regard. Et la neurovision, elle intéresse un tout petit peu l'ophtalmologiste. Elle va en fait du corps géniculé latéral jusqu'à un certain nombre de voies dans le cerveau, et elle intéresse aussi la neuropsychologie. Donc vous voyez qu'un certain nombre de spécialités sont impliquées dans ce domaine. Alors moi je voulais, c'est pas des troubles d'apprentissage là que je vous montre, mais je voulais qu'on montre comment on peut visualiser dans des IRM un peu de recherche sophistiquée, on peut visualiser les pathologies neurovisuelles. Et vous voyez ici au milieu, à gauche, pardon, un sujet qui voit bien. Et on voit très bien les voies qui gèrent la fonction visuelle et la neurovision, supérieure, inférieure, etc., qui sont parfaitement bien conservées. On dessine son cortex occipital, etc. Au milieu, vous avez un sujet qui est aveugle, mais aveugle par une cause oculaire. Et vous voyez que ces voies, elles sont parfaitement bien conservées. Donc, on peut être aveugle sans aucun problème neurovisuel. Par contre, à droite, vous avez un sujet qui a une cérébrale visuelle impairment ou pathologie neurovisuelle dans le monde francophone. Il s'agissait là d'un sujet qui avait des séquelles de locomalacie périventriculaire, probablement des troubles d'apprentissage, mais qui ne seraient pas cotés uniquement dans le monde des apprentissages. Et vous voyez que les voies, là, elles ont quasiment disparu. Ces pathologies neurovisuelles, c'est en fait un continuum qu'on va retrouver chez l'enfant polyhandicapé, aussi bien que dans les difficultés d'apprentissage. Ces voies, les voilà. Alors le message arrive au niveau du cortex occipital, et à partir de là, il y a une dichotomie dans les voies. La voie dorsale qui va au cortex pariétal postérieur s'intéresse à tout ce qui est spatial et comment on fait les choses, le modèle interne du geste, etc. Et la voie ventrale qui va au lobe temporal inférieur, qui va gérer la perception, l'identification, tout ce qui est gnosique. Comment ces voies interviennent dans les apprentissages? La voie ventrale, elle intervient dans l'identification des personnes, l'identification des lettres et des mots, l'identification de tous les objets de notre environnement, et elle permet de partager un fond commun d'évidence, c'est-à-dire de comprendre tout ce qui nous entoure. On conçoit qu'un déficit dans un ou l'autre des secteurs va profondément perturber le comportement de l'individu et par là ses apprentissages. La voie dorsale, la voie dorsale, elle intervient dans le fait de l'exploration. Et en ce qui concerne les apprentissages, toute l'exploration de l'écrit, l'exploration dans la lecture, le dénombrement, la copie, etc. Elle intervient dans repérer la position d'un élément l'un par rapport à l'autre, et donc toute la numération arabe, la géométrie, la géographie et la lecture. Et elle intervient dans le déplacement. On peut être complètement perturbé dans ces trajets, même à l'intérieur d'un bâtiment, si on a des gros problèmes spatiaux. Et elle intervient dans toute la réalisation
dans tout ce qui est le dessin, la géométrie, l'utilisation des outils scolaires et la construction. Donc ces voies, elles interviennent dans tous les apprentissages et à de multiples niveaux. Moi, je vais parler uniquement de la lecture, je laisserai Michel parler du calcul. Donc, apprendre à lire, eh bien, c'est l'apprentissage des correspondances graphophonologiques et c'est un apprentissage neurovisuel complexe et implicite qui fait intervenir l'attention visuelle et visio-spatiale, le regard, la reconnaissance des lettres et des mots avec la construction progressive de l'aire de la forme visuelle des mots. Comment ça se passe si on fait un petit dessin? Eh bien, ces deux voies interviennent. La voie dorsale intervient pour tout ce qui est le visio-spatial, et puis dans les réseaux frontaux, pariétaux, occipitaux, dans toute la stratégie du regard. Et puis la voie ventrale intervient pour la reconnaissance des lettres, des symboles, et permet la formation de l'aire de la forme visuelle des mots. Le regard. Le regard, c'est la voie dorsale et les réseaux frontaux, occipitaux, pariétaux. Eh bien, les praxies oculomotrices spécifiques à la lecture sont normalement acquises entre 6 et 9 ans et elles dépendent d'une fixation précise un peu à gauche du milieu du mot sous la dépendance de l'attention et du calibrage des saccades. Il faut que le regard arrive de façon optimale à un certain endroit. Elles dépendent de l'empan visio-attentionnel qui se construit et qui est la quantité d'éléments traités au cours d'une seule fixation, reflet de la qualité et de l'étendue de l'attention visuelle. Et bien sûr, il faut qu'une bonne stratégie du regard se mette en place. Ce sont des séquences saccades-fixation qui doivent progresser de droite à gauche et permettre un retour à la ligne efficace. Voilà les troubles du regard en eye tracking. Vous avez en haut un enfant typique, en bas un enfant dyslexique. J'aurais pu vous mettre des stratégies de séquelles de leucomalacie périventriculaire. Plus l'atteinte neurologique est grave, plus la stratégie est perturbée. Et on conçoit quand même qu'avec une stratégie comme celle de cet enfant dyslexique, il est difficile d'avoir une lecture fluide, compréhensive, etc. L'atteinte visio-spatiale, c'est la voie dorsale. Eh bien, l'apprentissage de la lecture nécessite de désapprendre l'identité des images symétriques et d'apprendre à différencier les lettres et les symboles symétriques, et BD, PQ, plus grand, plus petit, etc., etc. Ça permet également d'apprendre la perception de la position des lettres dans le mot, et lion et loin ne veulent pas dire la même chose. Enfin, la voie ventrale intervient avec tout ce qui est la perception et les gnosies, qui sont sous la dépendance de la voie ventrale. La reconnaissance des lettres est indispensable et elle contribue à l'établissement des correspondances graphophonologiques. Progressivement, le recyclage neuronal au sein du lobe temporal gauche permet l'émergence de la forme visuelle des mots à l'origine de la voie d'adressage et du lexique orthographique. Et nous avons une lecture qui devient rapide, fluide, irrépressible. Alors, en prenant cette référence dans la littérature, on voit bien que cette aire de la forme visuelle des mots, elle peut exister chez le lecteur. Et vous voyez en haut son absence chez le non-lecteur à 6 ans et sa présence chez le lecteur à 6 ans. Et à 9 ans, elle n'est pas là chez le dyslexique et elle est là chez le lecteur. Ces fonctions neurovisuelles, eh bien, elles sont bien sûr dépendantes de l'attention. La stratégie du regard va permettre la position optimale de la fixation sur le mot, l'empan visio-attentionnel, l'exploration du texte. Les fonctions visio-spatiales vont gérer la perception de la position des lettres dans le mot. Les fonctions gnosiques, la reconnaissance des lettres. Et c'est l'action ensemble de toutes ces fonctions qui va conduire à l'ère de la formation visuelle des mots et donc à une lecture de qualité. Alors, je vais continuer. On a pris un deuxième exemple qui est celui du calcul
dans les mathématiques, donc essentiellement l'arithmétique. C'est volontairement que nous n'avons pas pris l'exemple du geste, parce que nous savions que Domitille Gras et Emmanuel Maes allaient en parler ce matin, et donc de l'influence du visuospatial dans le geste, en tout cas dans un certain nombre de dyspraxies. Donc nous sommes centrés sur la lecture d'un côté et les mathématiques de l'autre. Voilà, donc là, en ce qui concerne les mathématiques, je crois que, et les liens avec tout ce qui est visuospatial et traitements spatiaux, je crois que c'est vraiment ce qui est le plus connu et ce qui est très, très avéré, et c'est intervient très largement dans la stratégie du regard, la constitution de la ligne numérique mentale et de façon structurelle dans la numération indo-arabe, qui est par définition visuospatiale, ainsi que les routines de pause et de résolution des opérations qui sont attachées évidemment à la numération arabe. Nous ne parlerons pas du tout ici de la géométrie, on n'abordera pas ça parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, on va se centrer sur un certain nombre d'exemples. Je pense que Hélène Dallens vous a montré le principe général de notre intervention sur la neurovision et sur le fait que ces fonctions sont en fait un peu des fonctions tentaculaires qui infiltrent un petit peu tous les apprentissages. Et donc moi, je vais me contenter de vous montrer quelques exemples, comment ça se... Alors des exemples un petit peu caricaturaux, c'est-à-dire des enfants vraiment très atteints, mais de façon à ce qu'on se comprenne bien dans ce domaine-là. Ici, je vous montre un trouble du dénombrement. Il s'agissait de dénombrer les H. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent cette petite épreuve. Il s'agit de dénombrer les H. On voit très bien ici, on a reconstitué les trajets oculaires de l'enfant simplement au doigt et sont entourés en jaune, là, enfin sont en jaune, les H oubliés. Donc vous voyez là que c'est un enfant qui fait beaucoup de double comptage et beaucoup d'oubli. Ce qui est caractéristique et ce qui est inquiétant ici, c'est d'une part que le dénombrement, vous le savez, est une activité socle pour acquérir la notion de nombre et pour quantifier exactement une quantité. Et deuxièmement, vous voyez que plus cet enfant va dénombrer, plus il va trouver un cardinal différent. Donc, de dire, plus il va détruire la notion d'invariance du nombre. Donc, c'est pas en cours d'apprentissage, c'est ce que je veux dire. Un autre exemple ici, c'est extrait d'un travail justement qui a été fait par Alice Gomez, que vous avez entendu ce matin, et ses collaborateurs, bien sûr, et qui nous avait autorisé à utiliser ces images. Et il s'agit d'un travail qui date de 2016, donc de 2017. Donc les enfants TDC sont ici appelés TAC, troubles d'acquisition de la coordination. En fait, c'est des dyspraxiques, c'est toujours les mêmes. Il y en avait 15, âgés de 8 à 9 ans. Et il s'agit d'un travail sur la ligne numérique mentale. Les enfants doivent désigner, doivent dire à quel nombre correspond telle ou telle marque sur la ligne. Alors, en haut, je crois que c'est 17. Enfin bon, Alice me reprendra, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et en bas, je crois que c'est 92 ou 95, enfin quelque chose comme ça. Enfin, bon, je crois que ça se voit bien. C'est une ligne qui est bornée de 0 à 100. Et on enregistre les mouvements du regard lors de ce travail, donc qui est un travail sur la ligne numérique. Donc, je vous rappelle que les points sont les fixations et les traits, c'est les saccades, les mouvements des yeux. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin de discuter beaucoup pour voir qu'à droite, les petits enfants dyspraxiques, ils ont beaucoup plus de saccades. Ces saccades sont beaucoup plus importantes en taille et beaucoup plus erratiques. Et c'est vrai pour les 15 enfants qui ont été testés dans cette étude très intéressante de 2017. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, je crois que ça montre bien l'affaire. Ah non, c'est là. Alors, deuxième, là pour parler toujours de la voie dorsale, je voudrais vous parler un tout petit peu de l'effet Snark, qui a été mis en évidence par Stanislas Dehaene en 1993, c'est quand même pas un truc qui vient de sortir, et donc qui est à l'origine, en fait, qui montre quelle est l'implication, le lien entre l'espace et la notion de nombre. C'est un lien qui est constitutionnel, qui est cérébral. C'est très proche, les régions qui traitent du nombre et celles qui traitent de l'espace sont intriquées, en partie se recouvrent en partie.
Et c'est ce qui va présider, c'est ce qui sous-tend la construction de la ligne numérique mentale. LNM, c'est la ligne numérique mentale. Vous savez, une ligne virtuelle dans laquelle tout un chacun place à gauche les plus petits nombres, à droite les plus grands, d'autant plus à gauche qui sont plus petits, d'autant plus à droite qui sont plus grands. Donc il y a un effet très très spatial de cette ligne numérique mentale. Et ici je vous montre un exemple, hein, toujours c'est pour vous illustrer un petit peu ce qui a été dit par tout à l'heure par Hélène. Voilà un enfant, je crois qu'il a 9 ou 10 ans, je suis désolée, je crois que je n'ai pas mis son âge, mais enfin c'est 9 ou 10 ans. Et c'est un enfant qui a un trouble du sens du nombre. Et donc, je crois que vous voyez très bien, à gauche, il s'agit donc là aussi de placer un nombre qui est dit soit oralement à gauche, soit écrit en chiffres à droite, de le placer sur une ligne numérique qui, cette fois-ci, est verticale et bornée de 0 à 100. Alors, vous voyez que les erreurs sont grossières. Et en fait, il ne s'agit pas d'erreur de la part de cet enfant. Il répond tout à fait au hasard. Il est perplexe devant notre demande de placer ces nombres. Il n'a aucune idée de la taille, de la magnitude de ces nombres. Il n'a aucune idée de leur place les uns par rapport aux autres, de leur emplacement. Hein, on est bien dans du visuospatial. Alors, toujours là, je vous montre, bien sûr, c'est des exemples un peu extraordinaires, mais qui sont quand même très, très parlants, je pense. Je dicte à l'enfant qui a 9 ans et qui est tout à fait intelligent. Hein. 42 plus 17 égale, il me dit... Il écrit avec, bon, le 4 est un petit peu en miroir, hein, bon, on va pas, voilà. Et on voit qu'il a une petite dysgraphie aussi, tiens, tant qu'à faire. Mais il s'arrête, il est un peu perplexe, puis il me dit, non, mais c'est parce qu'avec le maître, on ne fait pas dans ce sens-là. Ben, je lui dis, bah, fais comme d'habitude. Donc il fait comme d'habitude, et vous voyez, il écrit 42 plus, c'est le 1 de 17 que vous voyez. Et de nouveau, il s'arrête, perplexe. Et je vois, il a l'air tellement perdu que je lui souffle un peu, je lui dis, il me dit non, c'est encore pas dans ce sens-là. J'avais un petit peu l'intuition que c'est pas dans ce sens-là, mais et il me dit, je sais pas, c'est pas. Je lui dis, je crois que vous faites comme ça, dans ce sens-là, avec le. Oui. Ouf. Donc voilà, 42 plus 17. Non, mais oui. Alors lui, il était voilà. Et je pense que le maître était un peu désarmé aussi. Hein, tout le monde est un peu désarmé. Et alors ça, c'est un jeune tout à fait intelligent aussi, qui a 12 ans, qui est en 5e. Je ne sais plus de quoi il s'agissait, je crois de 5 croissants qui valaient 1,20 €. Et donc, je vais peut-être quand même vous expliquer comment il fait. Je ne sais pas si ça doit être ça, non? Oui. Donc, il dit 5 fois 0, 0. 5 fois 2, 10, je pose le 0 et je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. Là, il y a 2 chiffres du côté de la fenêtre avec la virgule, donc je compte 2 chiffres du côté de la fenêtre et je mets la virgule. Mais vous voyez que s'il n'y a pas l'explication, c'est pas évident hein, de savoir comment il a trouvé ça. Et vous voyez qu'il y a une certaine logique. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette logique-là, elle n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se dire à chaque fois, il va partir de droite à gauche au lieu de gauche à droite, etc. Ce n'est pas vrai. Sans compter que de temps en temps, ce type d'enfant peut dire 5 fois 0, 0, 5 fois 1, 6. C'est-à-dire n'avoir pas porté son regard sur le 1, ou bien l'inverse, etc. Donc c'est souvent très, très complexe de savoir où ils en sont. Alors ici, donc là aussi, exactement comme Hélène Dalens vous l'a fait pour la lecture, un petit récapitulatif pour le calcul. Donc bien sûr, tout d'abord en amont, les fonctions attentionnelles, qui elles-mêmes, elles ne sont pas toutes seules dans leur coin, qui sont en lien étroit évidemment avec le raisonnement logique hein, en mathématiques, les fonctions exécutives, bien sûr, et toutes les autres fonctions cognitives. J'insiste en particulier sur le langage et la mémoire de travail en ce qui concerne les mathématiques. Ces fonctions neurovisuelles sont évidemment très, très, très sollicitées dans la stratégie du regard, c'est-à-dire l'organisation practomotrice du regard, son organisation spatiale, et qui va commander l'oculomotricité et l'organisation du regard pour le dénombrement. Et puis, en ce qui concerne les fonctions visuelles, neurovisuelles, eh bien, ce sont elles qui sont, j'allais dire, indispensables pour accéder à la notion, à la numération chiffrée, qui est une numération spatiale, et donc, bien sûr, aux algorithmes de pose et de résolution des opérations.
Et bien sûr, c'est là encore l'ensemble de tout ça qui permet de faire les liens entre les 3 représentations du nombre, les 2 représentations symboliques, verbales et chiffrées, et les représentations analogiques. Et en particulier, c'est l'ensemble aussi de ces fonctions qui permet l'accès, la construction correcte de la ligne numérique mentale. Alors là, je n'en parlerai pas. Je ne parle pas, bien sûr, du lien entre les fonctions visuelles, neurovisuelles, les figures géométriques, les schémas, les courbes, les résolutions de problèmes, etc. Alors, nous voulions terminer, mais je ne sais pas si c'est maintenant, si j'ai le temps, sur cette dernière diapo. Justement, nous, on voit bien, on est des cliniciens. Donc, nous savons effectivement ce que nous arrivons à faire, entre guillemets, c'est explorer, donc mettre en évidence des choses qui ont l'air d'être quand même très pathologiques, pas comme tout le monde, qui sortent des normes sur le plan visio-spatial. Certaines sont en lien avec le geste, d'autres pas, d'autres en lien avec la numération, avec la lecture, avec toutes sortes d'apprentissages, y compris donc, dans la vie courante. Et on se demande s'il est possible de mettre en évidence des réseaux particuliers qui permettraient d'expliquer tel ou tel trouble et leur implication à travers des protocoles spécifiques. On espère beaucoup, bien sûr, de l'imagerie fonctionnelle avec des protocoles bien pensés, bien sûr. De la même façon, nous, on se demande au niveau des dyslexies non phonologiques, là, j'ose à peine regarder Franck Ramus, si on pourrait voir différents types différents sous-types aussi de dyslexie visuelle. Et est-ce qu'on pourrait mettre les liens, voir des liens avec plus tel ou tel réseau? Ils sont énormes, hein, les réseaux neurovisuels, mais bon, tous les réseaux sont énormes partout. Donc, enfin, est-ce qu'il y a des recherches en cours, ça je ne sais pas du tout, on ne sait pas du tout, sur les aspects génétiques des troubles neurovisuels en lien avec les troubles des apprentissages? Et puis une question fondamentale que nous nous posons en permanence, est-ce qu'il s'agit de comorbidité, de choses indépendantes? Finalement, l'enfant, il ne sait pas lire et puis il a ça, il a... Bon. Ou bien, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet qu'on pourrait montrer entre ces troubles neurovisuels et certains des troubles des apprentissages? On n'est pas en train de dire que tous les troubles des apprentissages sont en lien avec des troubles neurovisuels. Bien sûr, c'est pas du tout ce qu'on dit. Alors là, c'est plus peut-être de la recherche clinique. On aimerait qu'il y ait beaucoup de travaux sur la rééducation et les effets des rééducations, en particulier les effets des rééducations neurovisuelles et leur effet sur les performances dans les apprentissages. Je vous remercie. Nous vous remercions.